François Moutou, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez aux éditions La Salamandre un joli livre de photos, l'Odyssée du renard, avec les photos de Laurent Gélin, avec des photos incroyables, notamment de bébé renard, évidemment, on craque un peu. Alors, la question toute simple déjà, pourquoi est-ce qu'on dit toujours depuis des siècles « rusé comme un renard » ? Mais ça prouve sans doute que les gens depuis très longtemps connaissent le renard, vivent pas très loin de lui. Alors, comme c'est pas une grosse bête en fait, un renard de 10 kg, c'est déjà un gros renard, ils sont souvent en dessous de 10 kg. Il peut poser quelques petits problèmes de cohabitation, mais pas des problèmes majeurs. Et donc, du coup, les gens l'ont conservé à côté d'eux. De temps en temps, il fallait intervenir pour peut-être protéger son poulailler quand il était mal fermé. Mais globalement, ce n'est pas un animal qui ravage les intérêts humains, les propriétés humaines, les élevages. Il peut s'attaquer aux poulets, sans doute, aux oiseaux, mais pas beaucoup aux plus gros animaux. Dans les troupeaux de moutons, il vient surtout manger les placentas, et pas tellement les agneaux, sauf s'ils sont vraiment très malades, voire déjà morts. Et donc, ce n'est pas du tout un animal qui, économiquement, depuis très longtemps, a posé beaucoup de soucis. Et les gens, le voyant près d'eux, ont appris un petit peu à le découvrir, à l'observer de fait. Et du coup, les fables d'Ésope, ça remonte déjà à plus de 2000 ans, nous racontent déjà des scènes de cohabitation, d'observation du renard, qui ont été traduites beaucoup plus récemment par La Fontaine à partir des mêmes images, finalement, et qui le rendent vraiment dans notre culture extrêmement présent. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce de haine des chasseurs pour les renards. Vous donnez un chiffre qui est absolument effrayant. On savait que le renard était vraiment leur bête noire, mais là, 1,5 million à 1 million de renards tués par an en France. C'est délirant. Alors ça, ce sont des situations contemporaines. Là, on parlait d'Ésope, on parlait de La Fontaine. Aujourd'hui, le renard est devenu... Alors, une bête noire, c'est une drôle de couleur parce que c'est pas du tout la sienne. Il est beaucoup plus roux, il a une très belle couleur d'ailleurs, même s'il y a des nuances. Et alors, c'est devenu l'archétype du carnivore nuisible, entre guillemets, puisque maintenant la réglementation a remplacé le mot nuisible par susceptible d'occasionner des dégâts, mais les textes, à part ça, n'ont absolument pas changé. Donc, on peut le chasser quand la chasse est ouverte. Et quand la chasse est fermée, on peut le détruire. Ce qui veut dire qu'on peut pratiquement les éliminer de différentes façons, presque toute l'année, avec un tout petit créneau et encore pendant l'époque de reproduction. Et objectivement, il n'y a pas d'explication rationnelle à cette attitude. Oui, parce que c'est un ami des agriculteurs. On a l'impression que les gens l'oublient, ça. Sans renard, ça va être l'horreur pour les champs. Alors, le renard est un carnivore extrêmement généraliste, capable de se nourrir de beaucoup de types de nourriture. Et une des raisons pour laquelle il est relativement présent et que pour l'instant il semble supporter ses prélèvements, mais c'est quand même étonnant d'ailleurs de ne pas savoir combien sont prélevés. Parce que même si la faune sauvage n'a pas beaucoup de statut au niveau... C'est même pas un bien commun, c'est res nullius, c'est rien. Et ça appartient seulement à celui qui capture et qui tue l'individu animal. Et il n'y a pas une notion de bien commun derrière, ce qui serait quand même assez intéressant à creuser un tout petit peu. On ne sait même pas combien on en tue, on ne sait pas combien il y en a, et on n'a aucune idée de l'impact de ces prélèvements sur leur population. Mais ce renard, comme il est très généraliste, en fait, on le nourrit, de fait. Regardez les aires d'autoroute, regardez les aires de repos au bord des routes, les poubelles qui débordent de quantité d'alimentation, de restes de pique-nique, de sandwich, tout ce que vous voulez. Lorsque les gens sont partis, les renards viennent s'en nourrir. En périphérie des villes, voire dans les villes avec un peu d'espace vert, on laisse de la nourriture volontairement ou pas, et les renards en profitent. Et donc, en ville, on les nourrit pratiquement, quelquefois également sur les zones de repos au bord des axes de circulation, et parallèlement, dans les campagnes, on les chasse. Donc c'est vraiment une façon de faire qui n'est pas du tout rationnelle. Alors, comme on parle toujours de cette intelligence incroyable des renards, quels sont leurs atouts et leurs signes comme ça d'intelligence ? Vous parlez notamment de leur ouïe, parce qu'on ne sait pas, ils ont une ouïe incroyable, ils entendent leur proie. Oui, alors les renards sont des petits canidés, donc on pense toujours au chien, puisque le chien est un canidé un tout petit peu plus grand. Ils sont dans deux genres zoologiques différents et on ne connaît pas d'hybridation possible entre le genre canis du chien et du loup, puisque c'est le même genre, avec le genre vulpes qui est le genre du renard. C'est vraiment quand même deux lignées qui se sont séparées il y a déjà un certain temps. Et donc ce sont des animaux qui ont certainement un très bon odorat, mais on oublie souvent l'ouïe du renard. Et c'était observé très facilement en partant de neige. Le renard est un chasseur de campagnols. Quand les campagnols sont présents, les années où les effectifs de campagnols sont assez abondants. Et en hiver, quand il y a des centimètres de neige qui recouvrent le sol, les campagnols se baladent en surface de la prairie, sous la neige, à l'abri du regard.
mais pas à la bruit de l'ouïe. Et avec les 2 oreilles qui sont relativement développées chez les renards, il a des cousins, autres petits canidés, qui ont encore de plus grandes oreilles, en particulier en Afrique, mais pas seulement. Les renards sont capables de les entendre, et en plus, en distinguant la puissance sonore qui arrive à droite par rapport à celle qui arrive à gauche, de localiser l'endroit où est le renard, où est le campagnol, pardon, et le renard fait un bond assez étonnant en U, donc il monte assez haut, et il retombe les pattes en avant et le museau sous la neige, et il est capable, donc sans absolument rien voir, de trouver et de capturer un campagnol caché sous la neige 20 cm par exemple, avec du vent dans les arbres autour, dans la prairie, qui en fait brouille pourtant a priori le son. Donc il a vraiment des sens odorat et ouïe qui sont extrêmement développés. Est-ce qu'on peut parler d'une stratégie chez le renard, comme il y a des stratégies de la chasse chez les loups? Est-ce que ce sont des stratèges, on a l'impression qu'ils réfléchissent vraiment à la façon dont ils vont chasser ou pas? Alors c'est difficile de répondre, mais on sait que lorsque les renards ont découvert une prairie à campagnol, que ce soit à l'automne ou que ce soit après les foins, quand l'herbe a été coupée, où c'est beaucoup plus facile de les trouver, si vraiment l'endroit est favorable pour les campagnols, donc pour eux, ils reviennent. Donc ils ont l'expérience de quelque chose qu'ils ont découvert, parce qu'ils ont un sens de l'exploration pour aller voir ce qui se passe sur l'espace où ils habitent, sur leur domaine vital. Et si vraiment la chasse a été bonne à un certain endroit, à un certain moment, ils retentent leur chance le lendemain ou la chasse suivante au même endroit. Clairement, les endroits où le renard a trouvé quelque chose à consommer, il ne l'oublie pas, et lors de la prochaine excursion pour aller chercher à se nourrir, il repassera par là avec l'espoir de retrouver quelque chose. Donc il a une mémoire de ce qu'il a observé. Alors est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que c'est une réflexion? En tout cas, il utilise les informations du moment du jour J pour le jour J+1, et clairement, ce n'est pas du tout le hasard. Merci beaucoup.